lésions du plan latéral ou postérolatéral. Et donc, on passe de l'autre côté. L'objectif de ce cours, c'est de savoir diagnostiquer une lésion ligamentaire médiale du genou et de maîtriser la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Alors, un plan tout à fait classique, introduction, anatomie biomécanique, mécanisme lésionnel, diagnostic clinique paraclinique, classification, thérapeutique, modalité indication et quelques mots de littérature. Il faut savoir que les lésions du plan interne sont les lésions les plus fréquentes, des lésions ligamentaires, notamment le LLI est le ligament le plus souvent touché. Le mécanisme, il est assez facile à comprendre, c'est un traumatisme en valgus avec souvent un choc sur le côté latéral ou quelqu'un, généralement des jeunes filles qui ont une morphotype en valgus, une chute avec étirement sur la partie interne. On voit clairement que dans le cheminement ou dans l'association lésionnelle, mécanisme lésionnel, première lésion va entraîner une lésion du LLI et si la force continue, le mécanisme va produire une lésion du ligament croisé antérieur, puis du croisé postérieur et ainsi de suite. C'est ce qui vous est résumé dans tous ces articles. C'est la combinaison LCA-LLI la plus fréquente. À basse vélocité, on commence comme ça. Puis plus on monte, plus on se dirige vers une luxation de genou. Si je reviens en arrière, le ligament latéral interne, ligament croisé antérieur, croisé postérieur et le plan externe et le genou se luxe. On retrouve une lésion du ligament croisé antérieur dans 78% des lésions de haut grade du plan interne. Donc, premier signe d'alerte ou première chose à bien garder en tête, si vous avez un patient avec une grosse atteinte du plan interne, avec un hématome sous-cutané important au niveau du plan interne, il y a de fortes chances que ce soit ou une luxation qui soit passée inaperçue ou au moins une lésion avec le ligament croisé antérieur et le plan interne. Quelques mots d'anatomie et de biomécanique pour essayer de bien comprendre les choses. Alors, c'est un peu plus simple que pour le plan externe, mais il y a quand même des notions à avoir. Les stabilisateurs, on les divise en stabilisateurs primaires et stabilisateurs secondaires. Le stabilisateur primaire principal, c'est le ligament collatéral médial que vous avez ici, MCL en anglais. Là, c'est le superficiel, le profond est au-dessous, je vais y revenir. Ce qui est important de connaître et que vous devez, j'espère, apprendre avec ce cours et vous y intéresser après, c'est les structures postéromédiales. Le POL pour postérieur-oblique et le tendon du muscle semi-membraneux qui est présent ici. C'est ce qu'on appelle, nous, francophones, le PAPI, point d'angle postéro-interne. C'est une notion qui est très, très francophone et qui n'existe pas dans d'autres pays. Ça correspond à toute cette zone qui est derrière. Les stabilisateurs secondaires, c'est la capsule postérieure, le jumeau médial, les ischio-jambiers. Très important de garder ça en tête quand on fait des reconstructions chirurgicales. Donc, stabilisateur principal, ligament collatéral médial. Et en arrière, le point d'angle postéro-interne avec le POL et le semi-membraneux. Cette anatomie, elle est organisée en 3 couches. Et ça, c'est très important pour la prise en charge chirurgicale de le garder en tête parce que quand vous allez refermer une reconstruction ou une suture, il faut savoir dans quel ordre on fait les choses. Il faut commencer par le plus profond et fermer par le plus superficiel. On peut aussi passer les fils en profond et tout nouer à la fin une fois qu'on a fait les différentes structures. La couche 1, la plus superficielle, c'est le muscle sartorius et le rétinaculum de la rotule. La couche 2, c'est le semi-membraneux et la couche profonde du ligament collatéral médial et le MPFL en antérieur, le postérieur oblique ligament derrière. Et la couche profonde, c'est la couche 3, c'est le faisceau profond du ligament collatéral médial que vous avez ici. Donc, 1, les fascias superficielles, le sartorius, 2, toutes les structures ligamentaires, ligament collatéral médial, semi-membraneux, POL derrière et fascia latérale en avant. Donc, je vous le redis, gardez bien ça en tête pour la prise en charge chirurgicale. Le ligament collatéral médial, c'est un stabilisateur statique du genou en valgus. Sa fonction est maximale à 30 degrés de flexion. Donc, c'est à 30 degrés de flexion qu'il faudra tester pour voir si on a une lésion du ligament latéral interne. 2 faisceaux superficiels profonds. Le faisceau superficiel vient de l'épicondyle et va globalement au niveau de la patte droite. Gardez ça en tête pour vos reconstructions. Le faisceau profond est en 2 parties, ligament fémoro-méniscal et ligament ménisco-tibial, donc qui s'insère au niveau du ménisque. On a souvent à tort tendance à penser que seul le ligament superficiel est important. Les deux sont importants et le LLI a notamment un rôle de stabilisateur rotatoire. Le point d'angle postéromédial, c'est principalement le ligament postérieur oblique ou POL qui est en arrière qui s'insère en arrière de l'épicondyle et qui se termine sur la face postérieure du tibia, sur le bord postérieur du tibia en proximal. Très important dans la stabilisation rotatoire, notamment en extension complète. Ce point d'angle, il faut le connaître, il faut savoir le réinsérer ou le remplacer si nécessaire.
s'y associe le tendon du muscle semi-membraneux, qui est la clé de voûte du genou. Ce tendon s'insère sur toutes les structures, la capsule articulaire, la corne postérieure du ménisque médial, enfin, toutes les structures ont une importance. Les stabilisateurs secondaires, je vais vous parler surtout ici des ischio-jambiers. Ça a un rôle important, et en tout cas qui est débattu, je vous en parlerai à la fin de ce topo, sur l'implication dans le choix de la greffe. On considère que les muscles ischio-jambiers, le semi-tendineux et le gracile, ont un rôle de stabilisateur dynamique en valgus. Et que, vous voyez, ils ont l'insertion qui est très proche du ligament superficiel médial. Et que donc, quand on a une ligamentoplastie du croisé antérieur à faire et qu'on a déjà une lésion du LLI, faut-il encore utiliser les tendons qui sont ici, qui ont donc un rôle de stabilisation médiale? C'est une question qui est très débattue. Les premiers résultats de littérature montrent que si on utilise les tendons ischio-jambiers dans les gens qui ont des lésions de haut grade du ligament collatéral médial sans le reconstruire, le risque de rupture est plus important. Je vous en reparlerai après. Tout ça pour vous dire que dans les lésions complexes, ne pas oublier de bien comprendre les greffes et le choix des greffes qu'on utilisera. L'anatomie, elle est descriptive et c'est important de connaître les différents points d'insertion des structures, notamment pour la réinsertion et le remplacement. Si pour la réinsertion, c'est l'endroit où il faudra les remettre, et le remplacement, c'est l'endroit où il faudra faire les tunnels osseux. C'est à garder en tête pour la prise en charge chirurgicale, et surtout à garder en tête pour la prise en charge chirurgicale, parce que ça, le schéma, il est souvent trompeur. Et nous, quand on opère les patients, ils sont à 90 de réflexion quand on les installe. Donc, plutôt que de réfléchir de distal à proximal, réfléchissez de antérieur à postérieur. Dans l'ordre, vous devez avoir le collatéral, le faisceau superficiel, puis le point d'angle en arrière avec les structures postérieures. Ces schémas d'anatomie qui sont en position anatomique, donc la plus verticale possible, sont souvent trompeurs. Il faut bien garder en tête l'anatomie à 90 de réflexion, et ce qui est dessus-dessous devient antérieur et postérieur. La biomécanique, je ne vais pas m'attarder longtemps. Il faut bien comprendre que chaque fois qu'on reconstruit une structure ligamentaire, quelle que soit la structure ligamentaire dans le genou, il faut bien comprendre qu'il y a une stabilisation valgus, en rotation et en translation. Tous les plans de l'espace sont importants à considérer. En varus, le ligament collatéral médial est le principal. Pour la rotation, surtout le POL qui va avoir un rôle important. Et pour la translation, c'est l'ensemble de ces structures qui vont faire un frein minime, notamment le segment postérieur du ménisque interne, à la translation antérieure. Ça joue de pair avec le ligament croisé antérieur. Donc, il faut respecter ces structures-là et il faut savoir les reconstruire ou en tout cas comprendre que l'anatomie est tridimensionnelle et que les trois plans d'espace sont fondamentaux. Quelques mots de mécanisme lésionnel, donc on en a déjà parlé, c'est un traumatisme en valgus. Classiquement, c'est le choc sur le côté, on a beaucoup de joueurs de rugby qui ont ça. En valgus, c'est le LLI. En rotation, si on associe une rotation dans le pied, on va avoir une atteinte du point d'angle postéro-interne associée lors du traumatisme. Là encore un exemple, au football, vous voyez, il y a toujours une part de rotation, notamment dans la cheville, en même temps que de traumatisme, et donc il va y avoir une déchirure qui va être vers l'arrière aussi. C'est des schémas anciens, ça c'est Werner Müller, qui montre bien la lésion du semi-membraneux en arrière du ligament et en insertion au niveau du POL. Le diagnostic. Qu'est-ce que vous allez devoir rechercher d'abord à l'interrogatoire? Le contexte, la date, le mécanisme lésionnel et les signes fonctionnels qui sont plutôt fréquents, plutôt à mesurer avec des lésions chroniques, c'est-à-dire une instabilité ou un inconfort. C'est souvent très bien toléré au niveau du plan interne. Il faut un moment avant que les patients viennent consulter. Ils ont quelques degrés de laxité. Il faut savoir les rechercher. Il faut savoir le quantifier dans leur vie de tous les jours, notamment dans leur pratique sportive. C'est souvent fréquent chez les footballeurs qui sont gênés, qui ont du mal à reprendre après des atteintes, notamment du faisceau profond, qui sont mal diagnostiquées. Il peut y avoir des douleurs, mais ce n'est pas vraiment le tableau clinique principal. Votre examen, il est bilatéral et comparatif de l'ensemble des structures du genou. Donc, je vais insister ici sur les structures internes, mais vous devez tester à chaque fois toutes les structures. L'examen principal, c'est le stress en valgus. On le fait en extension complète et à 30 degrés de flexion. Il devient positif si on a un bâillement qui est supérieur à 5 mm. Alors, c'est des notions numériques, 5 mm par rapport au côté contralatéral. Donc, en flexion à 30 degrés, ça va tester le ligament collatéral médial. En extension complète, on va tester le ligament et le point d'angle. Deuxième message de la soirée, une ouverture en extension complète importante est une indication chirurgicale. Autant en 30 degrés, on peut avoir de la tolérance, autant en extension complète, c'est-à-dire quand on teste le point d'angle et le ligament collatéral médial, si ça ouvre beaucoup, le patient sera instable, il faut le réinsérer ou le reconstruire.
Deuxième test qui est plus difficile à appréhender, vous voyez, dès qu'on commence à avoir des problèmes avec la rotation, et donc le point d'angle, le POL, pardon, va entraîner des problèmes avec la rotation, ce sont des choses qui sont difficiles à quantifier, difficiles à mesurer. Donc, on recherche des tiroirs rotatoires antéromédiaux, patient des cubitus dorsal, 80 degrés de flexion. On met de la rotation interne et de la rotation externe, alternativement d'un côté et de l'autre. On sait positif quand on a une translation antéromédiale augmentée, c'est-à-dire quand on sent que sur la partie antéromédiale du genou, le tibia va plus en avant que quand on est que sur le côté antérolatéral. C'est globalement le test de Houston à 80 degrés de flexion, rotation interne positive quand on entend une translation antérieure augmentée. Vous voyez, on met le pied comme ça et on sent la partie antéromédiale du plateau tibial qui va plus en avant que la partie antérolatérale. Je ne vais pas détailler toutes les autres structures du genou. Si vous voulez les vidéos, je crois qu'on les a déjà mis en ligne dans le site dont vous a parlé M. Chiron et dans le site des visioconférences que nous faisons. Donc, Lachman, pivot, tiroir antérieur, c'est lésions ligamentaires du genou. On a fait des vidéos explicatives. On peut passer rapidement là-dessus. Juste une que je vous garde parce qu'il faut que vous le compreniez bien comment, pour bien l'intelliger, c'est le ressort rotatoire. J'aime bien cette vidéo. Donc, le ressort rotatoire, je vous le remonte comment ça se passe en clinique. C'est le test qui est pour moi le plus important dans la prise en charge de lésions du ligament croisé antérieur. Donc, on va chercher un ressort rotatoire, c'est-à-dire qu'on va reproduire une instabilité ou un accident d'instabilité en créant un valgus rotation interne. On peut y associer une translation antérieure si on est tiroir antérieur, pardon, si on est un puriste lyonnais. Sinon, on le fait plus classiquement. Et vous voyez, c'est positif quand on a cette sensation de ressort. Et le patient vous dit clairement, c'est ça que je ressens ou c'est pas ça que je ressens. La physiopathologie qui est derrière ça, parce que moi, je vous la mets cette vidéo parce que j'ai mis un peu de temps avant d'arriver à le comprendre, c'est la suivante. Celui qui a le rôle clé, c'est le fascial lata qui est en rouge ici. Le tibia est là, le fémur est ici. Vous mettez en extension complète et vous mettez de la rotation interne. Donc, la partie antérolatérale du tibia est subluxée vers l'avant. Quand on met de la flexion, le fascial lata prend la courbe à partir de cette réflexion et le tibia se réduit violemment. C'est ça qui explique le pivot. Normalement, le croisé ici devrait empêcher cette translation antérieure. Croisé cassé, translation antérieure, antérolatérale. On met de la flexion et de la rotation jusqu'à ce que le fascial lata prenne la corde. Quand le fascia prend la corde, il n'y a plus rien qui bloque, qui retient, et tout se subluxe en postérieur. Et c'est cette réduction qu'on sent, ce ressort qu'on sent. Le LCP non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous devez connaître ces tests, effacement de la tubérosité tibiale, tiroir postérieur. Important à rechercher aussi en cas de lésion du ligament du plan interne. Vous retrouverez tout ça sur la vidéo qui est enregistrée. Je prendrai le temps de le regarder. Bien sûr, un examen du genou ne se conçoit qu'avec des signes méniscaux. Donc, l'examen méniscal qui a peu d'intérêt ici dans ce contexte de lésion du plan interne ou multiligamentaire, mais qui doit être répété à chaque doute. Qu'en est-il du diagnostic paraclinique? Et là, on va y passer un peu plus de temps parce que je voudrais vous ouvrir les yeux sur certaines notions que nous n'avons pas forcément. Les modalités qu'on va avoir à notre disposition, c'est l'échographie, la radio est importante, et l'IRM. N'allons pas forcément directement à l'IRM, les autres examens peuvent avoir une importance. L'échographie et la radio peuvent nous donner dans certains cas le diagnostic positif, c'est-à-dire de lésions ligamentaires. L'IRM donnera à coup sûr le diagnostic positif, nous permettra de faire le bilan préthérapeutique parce qu'on verra l'ensemble des lésions, notamment les ménisques et le bilan des lésions associées. Et en fait, la télémétrie est très importante dans tous les contextes chroniques parce que ça peut être un facteur de risque d'échec. Il est très important de tenir compte de cette télémétrie de l'axe du membre. Un ligament collatéral médial, à l'échographie, c'est la structure que vous avez ici ou là. C'est une structure hyper échogène, facile à voir, continue. Il n'y a pas de lésion particulière. Là, on voit un ligament latéral interne qui est épais. C'est facile à repérer, c'est sous la peau, sous-cutanée, assez facile à identifier. À l'IRM, vous l'avez ici, c'est une structure qui est en hyposignal sur toutes les séquences. Vous avez le faisceau superficiel ici, et le faisceau profond qu'on voit avec les deux branches méniscales. Principalement, on va l'étudier dans le plan axial et le plan coronal. Le plan sagittal, il faudrait que la coupe passe justement juste ici, c'est assez compliqué à voir. À l'IRM, on peut arriver à distinguer le faisceau superficiel et le faisceau profond. Et regardez bien les IRM que vous verrez les lésions, notamment chez les footballeurs qui se font des lésions du ligament croisé antérieur. Vous avez souvent des atteintes du faisceau profond. Et quelquefois, elles sont symptomatiques. Il m'est déjà arrivé d'avoir à réinsérer un faisceau profond chez un footballeur qui était gêné. La radiographie, alors c'est plus historique, mais on arrive à voir des choses. On peut d'abord avoir une tuméfaction des parties molles. Dans certains cas, on a la fracture de stiédale, l'évolution osseuse fémorale. C'est relativement peu fréquent.
Ça peut être associé avec une fracture d'impaction du plateau tibial latéral. On peut aussi voir un bâillement interne, mais c'est en général plus des lésions sur des radiographies en contrainte. Et avec le temps, quand ça évolue, ça devient une ossification de Pellegrini, Stieda, que vous voyez ici, qui est différent des atteintes microcristallines que vous pouvez avoir ici ou des cristaux d'hydroxyapatite qui remontent en fait par la gaine des ischio-jambiers ici dans l'articulation. Ça, c'est une séquelle de traumatisme. Ça, c'est une atteinte microcristalline. Il faut garder en tête de ne pas mélanger les deux. Je vous remontre une fracture de Stieda. Ici, une avulsion osseuse. Ça s'opère en urgence. On le réinsère et le pronostic est très bon. L'échographie d'une rupture. Le ligament est ici. L'os est là. Et donc, vous avez un épaississement de l'insertion ici, un aspect fibrillaire et surtout un hématome ici à la jonction avec une rupture qui peut être quantifiée de manière partielle ou complète à l'échographie. C'est assez relativement simple de le mettre en évidence. L'IRM, donc ça, tout le monde y a droit, donc il faut bien le regarder. Grade 1, ça va être un hypersignal avec une infiltration périligamentaire. C'est la lame blanche que vous avez ici. Grade 2, on va avoir toujours cet hypersignal, un épaississement, et on va avoir une rupture partielle de certaines fibres. En général, ce sont les fibres les plus antérieures qui cassent en premier, dans un mécanisme antéromédial. Et donc, c'est plutôt sur les coupes antérieures qu'on verra ces atteintes-là. Grade 3, c'est qu'on ne voit plus une anthèse, on ne voit plus la structure ligamentaire. Vous voyez ici, elle est cassée, elle ne va plus jusqu'au fémur. Il y en a une interruption qui est complète, un aspect distendu du ligament en vague, et une avulsion osseuse, dans certains cas, qui est difficile à voir à l'IRM, mais qu'on peut être amené à voir. Voilà un exemple de grade 3 au niveau fémoral, ici, l'insertion proximale. Ça se guérit très bien tout seul. Et voilà une atteinte au niveau du tibia. Je vais y revenir plus tard parce qu'il y a une forme particulière que vous devez connaître. Le ligament est continu depuis le fémur. Et au niveau du tibia, au niveau des ischio-jambiers, il n'y a plus d'insertion. Grade 3, lésion complète. Ce qu'il faut bien regarder dans les grades 3, notamment à l'insertion tendineuse, à l'insertion distale, c'est l'effet pseudosténaire. Quand vous avez le ligament qui passe au-dessus des ischio-jambiers, ça nécessite une chirurgie en urgence. Ce n'est pas toujours aussi simple de le voir à l'IRM, mais l'échographie est très bon pour ça. Et vous voyez, c'est toujours des contextes particuliers. Ça, c'est une lésion multiligamentaire, le ligament croisé antérieur est cassé aussi, le ménisque est complètement désinséré, la racine doit être avulsée. Ça nécessite une prise en charge chirurgicale rapide pour faire passer le ligament dans sa position et le refixer. J'attire vraiment votre attention sur le point d'angle postéro-interne qui est souvent mal évalué à l'IRM et qui est pourtant une structure qui est assez facile à identifier et qui a un rôle de stabilisation rotatoire important. Cette structure postérieure, comme au niveau du plateau tibial, elle est en hyposignal sur toutes les séquences et dans tous les plans. Ça, on va plutôt regarder avec le plan axial et le plan coronal. Et vous voyez, on voit toutes les structures. On voit le POL, on voit le faisceau profond du ligament latéral interne et on voit le sumorneux qui est inséré derrière. Et surtout, on voit qu'il y a des lésions. On voit des lésions du POL ici sur ce plan axial, traumatisme antéromédial. C'est souvent fréquent avec les croisés et c'est souvent fréquent avec des mécanismes de remplésion. On voit qu'il se passe quelque chose en arrière du ménisque interne. Et donc ça, il faut savoir le regarder. Quand vous avez une image comme ça à l'IRM, il faut savoir, une fois que le patient est anesthésié, bien rechercher un problème de bâillement interne. On voit aussi ici le POL qui est en arrière du ligament latéral et on voit qu'il y a un hypersignal sur cette lésion ici. Donc ce sont des structures qui sont identifiables et si elles sont identifiables, il faut savoir les tester si on voit des hypersignaux ou des lésions comme ceci. Vous voyez une lésion un peu complexe avec le semi-membraneux qui a un hypersignal. Ce patient avec vraisemblablement une atteinte complète postéro-médiale. La télémétrie va chercher un valgus qui sera défavorable dans la prise en charge de ces lésions. Le valgus va entraîner plus de contraintes sur le plan interne. Il faut savoir le prendre en compte quand on fera des lésions chroniques. Les radiographies en stress, alors on en fait quelques fois, c'est de moins en moins fréquent, mais on en fait quelques fois. On estime, c'est les raisonnements statistiques, que le test est positif si on a un bâillement qui est supérieur à 3 mm par rapport au côté contralatéral et par rapport à 5 en extension complète. Vous voyez ici, on voit qu'il y a une lésion qui n'est pas complète. Sur le plan interne, c'est globalement souvent assez facile de pouvoir quantifier à l'examen clinique. C'est rarement qu'on demande ces radios-là pour le plan interne. Les classifications utilisées. La classification la plus importante, c'est la classification de l'AMA modifiée par Houston, 3 grades. Grade 1, ce sont 3 grades attention, qui sont différents des grades IRM, ce sont des grades cliniques. Grade 1, douleur localisée, pas de bâillement, étirement de quelques fibres. On met le patient en valgus. Il a mal. Grade 5, ça s'ouvre. Grade 1. Il a mal. Il y a un léger bâillement. C'est une lésion partielle. C'est un grade 2.
Grade 3, c'est une douleur globale du genou, un bâillement sans arrêt dur, on sent qu'il n'y a rien qui retient. Alors, ce n'est pas la peine d'aller lui mettre la cheville derrière l'oreille, il suffit juste de voir que ça s'arrête, et on s'arrête là. Et ça témoigne d'une lésion complète. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le lésion valgus, je vous montre un exemple après. Donc, ça permet de quantifier ces lésions-là. Quand on a un bâillement très important, supérieur à 10 mm, il faut savoir rechercher une lésion des croisés. Classiquement, un grade 3, que ce soit postéro-médial ou postéro-latéral, est souvent associé à une lésion des ligaments croisés antérieurs. Ligaments croisés antérieurs et ou postérieurs. Les modalités thérapeutiques qui sont à notre disposition pour prendre en charge ce type de lésion. La première, qui va être probablement l'une des plus fréquentes, c'est le traitement conservateur. Immobilisation avec une attelle articulée pour un total de 6 à 8 semaines. Ça va dépendre de plein de choses dans le contexte, et notamment du suivi du patient, de sa récupération. Mais globalement, on peut annoncer ça d'emblée au patient. Et surtout, immédiatement, rééducation fonctionnelle, kinésithérapie, pour travailler des amplitudes articulaires. Ces lésions du plat interne peuvent donner des raideurs, même à des bas grades, notamment des raideurs en extension. C'est relativement fréquent. Et il faut travailler chez le kiné immédiatement après avoir eu une lésion. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue chirurgical? On peut réinsérer, on peut renforcer ou on peut remplacer. Et on peut parfois associer l'ensemble. Il faut savoir aussi corriger si on a une lésion chronique, un morphotype en varus. Pardon. Mon conseil, c'est de faire la voie d'abord pour le geste sur le plan interne avant de faire l'arthroscopie. Au moins la voie d'abord cutanée, pas la voie d'abord complète, mais la voie d'abord cutanée, parce que souvent, si on a une lésion, par exemple bicroisée, qu'il faut faire le plan interne après, ça gonfle, on ne sait plus trop se repérer. Donc, c'est important. La voie d'abord, elle est globalement simple. C'est une voie parapatellaire interne, cutanée, ici, qui va pouvoir donner un accès sur le pivot central, si jamais on est vraiment dans des cas multiligamentaires avec des risques de sénome de loge, ou qui va pouvoir donner un jour sur la partie sur la partie postérieure du plateau tibial. N'oubliez jamais, quand vous insérez quand vous faites des incisions au niveau du genou, d'anticiper le problème. Et donc, il faut faire des voies d'abord antérieures qui pourraient être repris, quel que soit le problème ensuite. On fait une incision, donc pas comme sur l'exemple ici, mais qui est un peu plus antérieure, et on peut disséquer en étant sous-facial. Attention aux névromes des branches du nerf saphène qui sont inférieures ici. C'est la complication de ce type de voie d'abord. Et on peut, même sur des morphotypes très importants, aller disséquer jusqu'en arrière, en suivant les ischio-jambiers, aller jusqu'en arrière du plateau tibial, ici, pour pouvoir faire des reconstructions ou des réinsertions du point d'angle postéro-interne. Ces voies d'abord permettent donc, dans les atteintes multiligamentaires, de faire les ligaments croisés antérieurs et postérieurs si nécessaire, et le plan interne en suivant. Réinsérer, c'est surtout vrai pour le ligament collatéral médial. C'est vrai pour les deux, mais c'est vrai pour le ligament collatéral médial. On peut faire des sutures directes. Ça ne s'entend que pour des insertions proximales ou distales. Une lésion en plein corps ne peut pas justifier ce type de chirurgie parce qu'une lésion en plein corps, en général, il y a un étirement des fibres. Il faut bien respecter l'anatomie, c'est remettre les structures exactement où elles sont. Si on modifie d'un côté ou de l'autre, on peut tendre les structures et donc entraîner des raideurs. Vis, agrafe, vous utilisez ce que vous voulez, vous fixez à 30 degrés de flexion et vous suturez les plans capsulaires autour pour créer une atmosphère propice à la cicatrisation. C'est surtout vrai dans les lésions aiguës, c'est très peu fréquent dans les lésions chroniques, ça ne marche pas bien. Et s'il y a une perte de substance, on ne le fait pas, on ne réinsère que ce qui est réinsérable. Si vous avez un doute, il faut faire autre chose, il faut rajouter quelque chose. Les contre-indications, c'est donc ce doute, mauvaise qualité tissulaire ou lésion chronique. Et alors là, il faut faire une augmentation qui peut être avec un matériel synthétique, c'est l'internal brace. Cette décision peut être prise pendant la chirurgie, ce qui peut être fait sous-cutané. Si on a un doute sur le plan interne, on va réinsérer, on va rajouter ce ligament synthétique afin de pouvoir permettre une mobilisation rapide et protéger la zone lésée. Si on a un doute en cas de lésion chronique, on fait une allo ou une autogreffe associée. Voilà. Quand on a un doute sur le plan interne, c'est relativement symptomatique et c'est un facteur de risque d'échec de votre reconstruction du ligament croisé antérieur. Si vous avez un doute, il faut reconstruire. Il peut aussi être réinséré ou reconstruit ou réparé le point d'angle postéro-interne. Et ça, c'est des plastiques qui sont anciennes, mais que je pense qu'il faut pouvoir remettre au goût du jour. On peut faire un abord en arrière du ligament latéral interne que vous avez ici. Et vous voyez très bien le POL qui apparaît. Et il faut savoir le réinsérer. Moi, ça m'arrive quelquefois dans les lésions aiguës avec les lésions du ligament croisé antérieur, où on a ces lésions postérieures avec à l'IRM l'hypersignal que je vous ai montré tout à l'heure.
on aborde en interne et chaque fois qu'on aborde, on n'est pas déçu, on a toujours une déhiscence ici, on reconstruit et on restabilise. Quelques points suffisent pour pouvoir retendre la structure. Ça, on les serre à 15 degrés de flexion ou le plus près possible de l'extension. Passez les points d'abord et serrez-les tous ensuite parce qu'au fur et à mesure, à chaque fois que vous allez vous mettre en extension ou en flexion, vous risquez de faire des mauvaises manœuvres. Dans les lésions chroniques, c'est Houston qui a proposé ça. C'est ce qu'on appelle un avancement du POL pour compenser des lésions du ligament collatéral médial. Ça, c'est des choses qui sont globalement historiques. Je vous en parle pour que vous en ayez des notions. Mais ce n'est plus vraiment ça qu'on fait quand on a un doute sur une structure, sur une lésion chronique du collatéral médial. On le remplace. En fait, on va avancer le POL, on le désinsère ici et au tibia et on va l'avancer. En l'avançant, on va le retendre et on va immobiliser le patient en extension. C'est extrêmement enraidissant et ça compense des lésions chroniques du ligament collatéral médial. C'est des techniques anciennes, je ne crois plus trop qu'on le fasse en pratique courante. Ce qui se fait de plus en plus, et si vous avez un doute, il faut savoir le faire, ce sont des plasties ligamentaires du plan interne. Elles peuvent être isolées, on remplace que le ligament collatéral médial, ou elles peuvent être combinées. Je vous le dis tout de suite, quitte à faire une plastie du plan interne, moi je fais systématiquement des plastiques combinées parce que j'ai du mal à intellectualiser ce type de lésion strictement isolée du collatéral médial. Ça rajoute 10 minutes de plus pour faire ce tunnel antéro-postérieur. C'est tout à fait intéressant à faire. Donc pour le ligament collatéral médial, la technique historique ou la technique de base, c'est la technique de Yoshia qui utilise le semi-membraneux en allogreffe ou en hétérogreffe. Eux, ils ont un accès facile aux allogreffes, donc ils utilisent l'allogreffe avec une fixation corticale ici au niveau du disque jambier et fixation par une vis d'interférence ici. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de fixer deux broches ici pour opérer l'isométrie avant de fixer. On fixe à 30 degrés de flexion en réduisant le valgus le plus possible et en serrant le plus possible la lèvre. La technique que je préfère utiliser dans ce type d'anomalie, de lésion, c'est la technique de Lynn. Le semi-tendineux est laissé pédiculer ici. On passe la boucle au niveau du fémur et on fait un tunnel antéro-postérieur au niveau du tibia afin de passer la greffe qu'on va fixer en extension complète. On va fixer d'abord à 30 degrés de flexion pour la partie ligament collatéral, puis en extension complète pour la partie point d'angle postéro-interne. Ça, c'est toujours très, très satisfaisant quand on fixe le point d'angle postéro-interne en extension complète. On a vraiment une sensation de stabilité. Ça, c'est la dernière reconstruction qu'on a fait. J'enlève les commentaires parce qu'on dit quelques conneries. Donc, on a abordé, c'est une lésion chronique, une patiente qui avait une lésion du plan interne et du croisé. Elle était à la 3e rupture du croisé. Tout ça était lié, à mon avis, à cette insuffisance du plan interne. Donc, quand on l'aborde dans les plans chroniques, dans les lésions chroniques, ce qui est toujours perturbant, c'est que le ligament paraît toujours intact, mais il est vraiment non fonctionnel. Cette zone, elle se cicatrise bien, mais pas avec la bonne tension. Donc, si vous avez la fibre du ligament, vous les ouvrez. Ça vous servira pour refermer ensuite. Cette patiente, on lui avait déjà utilisé les disques jambiers pour la reconstruction du SCA, des reconstructions anciennes, donc j'ai fait qu'une allogreffe. Mais vous voyez, on fait une fenêtre ici pour le ligament collatéral médial et une fenêtre très postérieure pour le POL. On va pouvoir sentir le bord postérieur du tibia au doigt et on pourra y mettre un viseur ensuite. Là, on est juste en arrière. Vous voyez, le ménisque est ici, on est juste en arrière, le plus proche possible de l'articulation. Donc, on va utiliser un viseur à ligamentoplastie. On va faire un tunnel antéro-postérieur. C'est le plus dur à réaliser. On fait celui-là en premier pour aller faire la reconstruction du POL. On va passer donc, la mèche, donc le tunnel, laisser le doigt derrière. On passe un fil relais et on fixera tout. On fixera la greffe ensuite. Première étape. Ensuite, on va se repérer l'épicondyle ici et on fait un tunnel borgne qui est de la taille de la greffe. Ici, on a utilisé, côté contrôle latéral, on a utilisé ou une allogreffe. C'est toujours 6 mm qu'il faut utiliser, c'est tout ça qui passe. Là, j'ai rajouté une encre, je vous en parle, je vous montrerai ça après pour faire le faisceau profond du LLI. On rajoute une encre le plus proche possible de l'articulation pour éviter qu'il y ait trop de jeu entre la reconstruction qui sera distale ici et distale là et que ça prenne la corde. On refixe ici. Pour être sûr de ne pas mettre l'encre dans le tunnel et ensuite on ne pourra plus passer la greffe, je laisse la mèche au moment où je mets l'encre. Ça, c'est l'étape optionnelle. Quand vous avez le LLI, le semi-tendineux qui est resté pédiculé ici, sur un genou natif, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Par contre, quand vous utilisez une allogreffe ou le greffe contralatéral, il faut refaire une logette pour le semi-membraneux ici. Voilà. Donc, on va fixer la greffe en premier ici. C'est notre point fixe.
Dans un genou natif, c'est là où serait le ligament, là où serait le semi-membraneux, donc on n'a plus besoin on n'aurait pas besoin de faire cette étape-là. On fixe avec une vis d'interférence. Puis, on vérifie que ça tienne. On le passe au niveau de l'épicondyle, on regarde la distance et on va créer une boucle qu'on va insérer dans le tunnel borgne. Donc, on faufile ici. Je vais passer un peu sur les étapes de faufilage qui ont un peu d'intérêt. La greffe est montée. Je vous conseille de mettre la broche guide avant de monter la greffe. Là aussi, c'est très facile après de mettre la vis. Vous voyez là, on est à la bonne longueur parce que la structure est tendue. On se met à environ 30 degrés de flexion. On réduit le valgus et on monte la vis. La dernière étape, voilà, on a stabilisé. Il reste le plan en extension réglé. On va chercher la dernière branche de la greffe qu'on passe dans le tunnel borgne. Vous voyez, j'ai mis le broche guide avant. Pardon, il n'est pas borgne, le tunnel, on commence dans le tunnel. Et là, on va descendre la vis le plus loin possible en extension complète. Et ensuite, on ferme la capsule, on ferme l'intermis. Voilà, on met l'encre là dans l'emplacement que je vous ai montré tout à l'heure pour éviter que le ligament prenne la corde ici et reste bien tendu. Et donc ensuite, on a fini la reconstruction. Là, c'est juste l'encre qu'on fixe et on vérifie que tout ça tienne bien. Dans les lésions chroniques, on peut être amené à faire des ostéotomies pour changer l'axe. On peut les faire isoler ou avec la plastie ligamentaire. Ça devient assez compliqué quand on fait tout en même temps. Il faut arriver à placer les greffes. C'est possible, mais c'est plus compliqué. Qu'en est-il des indications thérapeutiques? Qu'est-ce qui va nous faire décider? Le délai, la sévérité, la localisation et les lésions associées doivent être pris en compte. Il faut garder à l'esprit que le ligament collatéral médial, enfin le plan médial, est celui qui a la meilleure capacité de cicatrisation des 4 ligaments. Le traitement conservateur est souvent la norme, surtout dans les lésions isolées. Il faut tempérer un peu ça dans les lésions avec le croisé. Il faut savoir les rechercher. Grade 1 et 2, lésions distales sont plus à faible. Grade 1 et 2, au niveau du fémur, pas de problème. Au niveau du tibia, vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'effet Steiner. Et s'il n'y a pas d'effet Steiner, on peut utiliser un traitement conservateur. Quand est-ce qu'on va être amené à faire des réparations aiguës ou des réparations du POL ou du ligament collatéral médial? Si le ligament est piégé à l'intérieur de l'articulation, ce qu'on voit dans certaines luxations, quand il y a un grand fragment osseux, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la fracture de Sieda. Quand c'est associé à une fracture du plateau tibial, notamment externe, je vous conseille d'aller faire une réinsertion du plateau interne parce que souvent les patients sont instables après, notamment les jeunes. Quand on retrouve des signes d'instabilité rotatoire, à quel que soit le délai, et s'il y a une instabilité en valgus à 0 degré, c'est-à-dire si le genou s'ouvre à 0 degré de flexion, à 0 degré, pardon, en extension complète, il faut savoir aller faire rajouter des points en plus de votre croisé au moment de la réinsertion du ligament croisé antérieur. Quand est-ce qu'on va faire des reconstructions? On fait des reconstructions ou des réparations retardées quand c'est associé à une lésion du ligament croisé antérieur ou quand on a eu, et qu'en plus on a une laxité à 0 degré de valgus, ce qui provient d'une insuffisance du point d'angle postéro-interne. Les augmentations seront dans tous les cas où le tissu, tous les cas précédents où le tissu paraît insuffisant pour être réinséré. Et l'ostéotomie, c'est la lésion chronique avec un morphotype en valgus. Ça, c'était les lésions isolées, mais quand on a une lésion du ligament croisé antérieur ou croisé postérieur associé, quand on est dans des cas aigus, il y a plusieurs options, et ça, on va y revenir après. Soit on traite de manière conservative le croisé, on attend un peu pour faire le LCA et on voit comment les choses récupèrent. Soit d'emblée, on fait une reconstruction du ligament croisé antérieur avec une réparation. Soit on fait une reconstruction d'emblée avec un traitement conservateur du croisé associé, un attelle articulé. Là, va se poser la question du choix de la greffe pour la reconstruction du ligament croisé antérieur. J'y reviendrai plus tard. Quand on a les lésions chroniques dans tous les sens, je pense qu'on aurait fait pour les croisés en plus. En cas de lésion chronique,
Si la lésion est simplement en valgus et qu'il y a un problème d'alignement, il faut savoir faire une ostéotomie. Quand l'alignement est bon, on va faire soit des plasties de Houston, c'est-à-dire avancer le point d'angle, soit des allogreffes. Je conseille plutôt d'utiliser des allogreffes et faire des reconstructions du ligament collatéral médial. Quand on a en plus le valgus et une instabilité antérieure, il faut tout reconstruire. Voilà, et faire des reconstructions. Si vous avez un doute, notamment pour le plan interne, ce n'est pas très compliqué techniquement à faire. Il faut le reconstruire avec une greffe ou une autogreffe ou une allogreffe ou des greffes artificielles. Mais si vous avez un doute, faites-le. Pour essayer de resynthétiser tout ça, plan interne, grade 1 à 2, traitement non chirurgical, lésions les plus fréquentes, c'est à gérer avec le kiné, ça, même pas nécessaire de le revoir en consultation. Grade 3, avulsion osseuse, incarcération intra-articulaire, avulsion des faisceaux profonds et superficiels, traitement chirurgical, réparation, augmentation si vous avez un doute sur la qualité tissulaire. Collatéral médial isolé avec laxité résiduelle, il faut faire des reconstructions et quitte à faire une reconstruction, faites une reconstruction du point d'angle et du ligament collatéral médial. Quand on a une lésion combinée, plusieurs options. On peut attendre 6 semaines avec une attelle puis réévaluer le plan interne. Si au bout de 6 semaines, il y a quand même une instabilité rotatoire, on va faire une reconstruction chirurgicale. S'il n'y en a pas, on peut se concentrer de faire un croisé isolé, si c'est bien que ça existe, avec la greffe que l'on préférera utiliser. Lésions multiligamentaires, on fait ce qu'on peut, on les aborde en interne. Tant qu'à les aborder, vous les reconstruisez. Le problème qui va se poser dans les lésions multiligamentaires, c'est le problème du nombre de greffes possibles. Gardez à l'esprit que le plan interne peut être suturé. Rééducation 6 semaines, appel articulé 6 semaines, pas d'appui pendant 6 semaines si on fait une reconstruction, et pas de sport pendant 6 à 9 mois. Quelques mots de résultats, complications de réparation et de reconstruction. Et c'est aussi vrai pour les lésions qui ne sont pas utilisées, les raideurs, qui sont associées au timing des réparations et aux problèmes de rééducation post-opératoire. Si vous décidez d'être agressif et de tout faire vite, il faut qu'il y ait de la kiné très vite derrière. Si vous décidez d'attendre, attention, attendre sans kiné, ça donne aussi souvent des raideurs en extension. Laxité résiduelle, c'est lié à des échecs de réparation, notamment postéromédial. C'est notamment des rampes lésions qui ne sont pas bien identifiées et ça peut donner de laxité résiduelle. Le traitement classique, il est conservateur. Normalement, ça se répare bien. Par contre, si vous avez un doute à 6 semaines et que les patients ont une instabilité rotatoire ou un problème de valgus, là, il ne faut pas hésiter à avoir une reconstruction chirurgicale. Globalement, dans 80-90% des cas, votre traitement conservateur il va fonctionner. Par contre, dans le cas de doute, vous utilisez un traitement chirurgical et vous reconstruisez ces structures. Réparation, reconstruction. Alors, ces méta-analyses, je vous les ai mis pour info. C'est souvent très biaisé parce qu'ils proposent réparation ou reconstruction dans des lésions chroniques. Dans les lésions chroniques, clairement, il n'y a aucune place à la réparation. En tout cas, on peut faire d'avancement, mais pas que ça. Il faut faire des reconstructions. Et on voit qu'en aigu, là aussi, dans les réparations, il y a des meilleurs résultats avec les reconstructions avec les réparations. Mais c'est vraiment ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si vous avez un doute, il faut reconstruire. Et si vous avez un doute sur la qualité du tissu, vous ne pouvez pas faire que réparer, vous pouvez reconstruire. Ajouter une greffe synthétique ou une allogreffe permet d'améliorer le résultat si vous avez un doute. La grande controverse qu'on va essayer de résoudre avec le symposium de la SFA que je dirige pour 2023, ça va être la prise en charge de la lésion du croisé. Vous avez une lésion du plan interne, grade 3. Les options sont les suivantes. Soit vous attendez 3-4 semaines et vous faites une reconstruction du croisé simplex si le ligament n'a pas cicatrisé. Soit vous y allez d'emblée et vous y associez un traitement conservateur ligament collatéral médial, c'est-à-dire une attelle articulée. Ça, je pense que si on y va d'emblée, on y va pour tout faire, sinon ce n'est pas la peine d'y aller. Mais ce n'est que mon avis, basé sur que ce que je pense, aucune science. Soit on fait une reconstruction précoce du ligament croisé antérieur associée à une réparation aiguë du ligament collatéral médial, ce qui est globalement très agressif, mais qui peut s'entendre dans certains cas un peu particuliers de sportifs de très haut niveau qui veulent reprendre très vite. La discussion qu'on aura au symposium de la SFA, c'est de savoir si l'utilisation des ischio-jambiers dans ces cas-là va péjorer le résultat final et si le fait qu'il y ait une lésion du plan interne va devoir modifier notre prise en charge du LCA. Quelques messages à retenir. Ligament collatéral médial, bâillement valgus à 30 degrés, grade 1 et 2, traitement fonctionnel. Grade 3, chirurgical si avulsion osseuse, si les incarcérations tendineuses ou lésions chroniques. Complication, c'est l'instabilité. L'instabilité, il faut savoir la prendre en charge, il ne faut pas la négliger, on l'opère. Point d'angle postéromédial, bâillement valgus tendu, instabilité rotatoire.
et c'est souvent associé aux lésions du collatéral médial. Traitement chirurgical, regardez-le ça, regardez-les ces lésions postérieures. Vous avez un doute, vous abordez pendant vos croisés, vous faites une réinsertion. Je vous remercie. Eh bien, merci Étienne, vraiment c'était très clair, surtout tes conclusions. Donc maintenant, vous allez pouvoir poser des questions. Vous avez vu qu'il y a 2 manières pour poser des questions. La première, vous pouvez le faire oralement, c'est le mieux. Et la deuxième, vous pouvez le faire par écrit. Je vois que certains l'ont déjà compris, ont déjà posé quelques questions. Donc moi, je vais un petit peu lancer le débat. Je reviens au diagnostic. L'IRM, qui est quand même importante parce qu'elle va permettre, au-delà des grades cliniques, de peut-être choisir l'indication. Il faut la faire en urgence, malgré l'hématome, ou est-ce qu'il faut attendre un peu pour la faire? Alors ça, c'est une discussion qu'on entend souvent dans les congrès de chirurgie. Et moi, je me suis adressé aux radiologues pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et pour eux, c'est une notion qui n'a pas lieu. On peut faire l'IRM tout de suite. Si on Je arrive à pense que c'est l'obtenir. peut-être lié aux IRM qui étaient plus anciennes. En tout cas, moi, des radiologues qui j'en ai parlé m'ont posé aucun problème là-dessus. Ils m'ont dit on fait les IRM tout de suite. Et tu arrives à avoir des IRM en urgence comme ça? Ah oui, en ce moment, c'est assez facile. Ouais. Oui, Il en n'y ce a pas moment, beaucoup oui. de... Tu les as il y a là pas- pendant la première semaine, tu ne les as pas le jour où le malade arrive aux urgences. Non, non, la première semaine, non, pas aux urgences. Mais on les a rapidement. D'accord, il faut peut-être insister un petit peu, ça dépend des endroits. Et ensuite, tu nous dis qu'il faut, et ça te paraît évident, opérer une fracture de Stieda. Or, moi, les fractures de Stieda, on m'a dit il faut les laisser faire, ça s'accroche tout seul et ça va bien après. Alors que c'est facile à faire. Il faut les opérer en fait. On voit quand même assez souvent des valgus. Alors, je tempérerai un peu dans ce que je vous dis tout à l'heure. Tenir compte du morphotype est aussi important en aigu. Une dame en valgus avec une fracture de Stieda, je pense qu'il faut assez facilement lui mettre une vis dans le fragment pour que tout ça tienne bien. Mais peut-être aussi parce que je considère que c'est facile à opérer et que je pense que je suis assez agressif sur le plan interne. Mais ces instabilités, je me dis qu'une vis qui va être très rapidement mise et sans trop de difficultés particulières sera plus simple à faire que d'aller faire une reconstruction ou si après il faut faire une ostéotomie parce que la dame est en valgus ou le monsieur est en valgus, c'est plus compliqué. Un bon rapport risque-bénéfice. Pour Après, moi, je me permets de te corriger un peu. Tu as parlé de l'opération de Yoshia en disant qu'on l'a greffé avec le demi-membraneux. Je pense que c'est le semi-tendineux. oui, pardon. Bon, pas grave, c'est corrigé. Et enfin, t'as paru évident, tu dis je n'ai plus d'autogreffe disponible, je vais donc prendre une allogreffe de tendon. Tu les trouves où ces allogreffes? Nous avons des allogreffes de tendon à la banque? Non, c'est Clermont-Ferrand qui les fournit maintenant. C'est très très rapide. On peut l'avoir en 2 jours. Et nous ne pourrions pas en mettre à notre banque puisqu'on y met des os, on y met des têtes, on ne pourrait Et pas mettre alors, quelques tendons? alors notre banque n'est pas habilitée pour les tendons. Ah bon? Ouais. Peut-être que c'est quelque chose à faire alors. Ah ben, ça fait 8 mois que j'essaye, mais là, c'est tellement Ah simple oui. avec Clermont que je ne vais pas me battre avec les gens d'ici. Bon, d'accord, c'est dommage, parce que c'est assez facile de récupérer quelques tendons. Et... Stéphane Boigard a mis en place un système où il mutualise avec beaucoup d'hôpitaux autour de lui. Euh, Ils ont but de faire une espèce de banque nationale, un peu à l'équivalent de ce qui se fait en Belgique pour les ménisques et les tendons. Il faut dire qu'ils sont très, très réactifs et qu'ils ont beaucoup de quantité. Bon. Donc, si on devait faire quelque chose, à mon sens, ce serait plutôt les aider en peut-être fournissant nos tendons à Clermont Ah, que pourquoi pas? d'essayer de faire la concurrence. Mais ça Ah, aussi, j'en ai parlé et ça paraissait, au bout des mondes. Bon. ouais, encore plus que le bout du monde. Bon, C'était très compliqué. alors faut pas le faire, c'est dommage parce que tu vas en avoir de plus en plus besoin. Surtout que à l'époque, on avait fait une étude avec Limousin sur les allogreffes tendineuses. Notamment, on a étudié les tendons d'Achille parce que certains faisaient des reprises de croisées antérieures multi-reprises avec un grand tunnel. Ils mettaient des tendons d'Achille. Et on en a étudié la résistance et après on a même essayé de les stériliser par la chaleur et ça marchait toujours. Donc un tendon, ça peut être une très bonne allogreffe. On a étudié l'allogreffe simplement congelée et ensuite l'allogreffe congelée puis stérilisée par la chaleur et on avait de très bonnes résistances. Donc je vais te poser d'abord la question sur converser. Alors c'est Tali Shakim qui nous pose la question. C'est quoi les modalités de la prise en charge chirurgicale dans la rupture combinée du ligament croisé antérieur et du ligament latéral interne sur un genou varome? La fin de ces genoux varome. Tu nous as parlé du valgum. Genou varome ne changera rien à la prise en charge.
Ce qui doit alerter, c'est le valgum en cas de lésion chronique ou traitement conservateur, savoir si les gens sont en valgus. C'est tout le débat, en fait, de savoir comment on fait pour le timing. Il y a les aficionados de on ne touche jamais au plan interne, on attend 6 semaines et puis on fait un croisé simplex sans problème. Alors, comment dire, toutes ces rituels qu'on garde en tête et dont on nous dit toujours ça marche, c'est sûr, ça marche, c'est sûr, ça marche, c'est sûr. Et quand on aura la littérature, notamment les registres scandinaves, quand on a une lésion du plan interne avec une lésion du ligament croisé antérieur, même si on attend 6 semaines, le taux de rupture du croisé est plus important après. Donc peut-être l'idée, c'était qu'en varus, on protège mieux le plan interne et qu'on pourrait se contenter de ne faire que le croisé antérieur. Mais Oui, mais cette réflexion est tout à fait valable si on ne prend en compte que le problème valgus-varus. Mais le problème, il est surtout rotatoire. Le point d'angle postéro-interne, il est rotatoire. Et qu'on soit en varus, quand on est en varus, le pivot, il est interne. Plus on est varus, plus le pivot est interne, plus il faut que cette zone-là soit stable. Moi, mon message, c'est si vous avez une laxité augmentée par rapport au côté contralatéral, quel que soit le délai, il faut s'intéresser au plan interne, soit le réparer, soit le remplacer. Il ne faut pas le négliger, ça. Donc, allez, posez des questions. Maintenant, je vous rappelle qu'il suffit d'ouvrir votre micro et je vous donne la parole. Allez, lancez-vous. Vous êtes nombreux aujourd'hui, donc certains sont dans des salles à plusieurs. Posez quelques questions. Allez, Nicolas Vary, je t'écoute. Ouais, alors du coup, c'est Boris. Bon, et Boris. Je n'ai pas tout à fait compris à quoi servait l'encre optionnelle que tu utilisais dans la technique que tu nous as montrée. Quand tu fais une reconstruction du plan interne, notamment si les gens sont grands, tu vas avoir une fixation qui va être très distale au niveau du semi-tendineux et une fixation qui va être proximale au niveau de l'épicondyle. Et parfois, la greffe, elle peut faire comme un essuie-glace, prendre la corde d'un côté et de l'autre en faisant un peu flexion-extension. Donc, avec l'encre au milieu, je crée un autre point fixe plus près de l'articulation. D'accord, très, très clair, merci. Une autre question? Oui, bonsoir, c'est Julien Berrouet de Tours. Salut Étienne, merci pour ton topo qui est super, très instructif. Je t'avais contacté il y a quelques semaines justement pour un plan interne avec un croisé chez une copine et bon, je ne l'ai pas opéré en fait. Je suis dans l'aficionados du non-opératoire, non mais c'est que j'étais, je pense, plus dans un grade 2 et enfin bon voilà, j'ai préféré… Poser la question, c'est déjà beaucoup. Oui, mais on se pose toujours la question et c'est bien le problème et c'est de savoir que faire. Alors effectivement, quand c'est des insertions proximales ou distales, on a envie de les refixer. Après, repartir dans une reconstruction, c'est plus compliqué, j'en ai pas l'expérience. Et tu avais annoncé un petit peu la couleur dans l'introduction. Comment tu gères la fragilisation du plan interne et des stabilisateurs actifs DIDT? C'est toujours dérangeant en fait de prendre un demi-tendineux pour faire une reconstruction du plan ligamentaire interne. Est-ce que tu n'as pas l'impression de déshabiller Paul pour habiller Jacques ou inversement si tu veux, mais ça me dérange un petit peu. Et justement, là, dans le cas que tu fais, dans le cas que tu as montré, quand tu fais ton croisé antérieur plus ta reconstruction du plan médial, quelle greffe prends-tu donc pour ton plan médial? Alors là, tu nous as montré une allogreffe, mais ça t'arrive de prendre donc un natif, un demi-tendineux natif. Et sinon, pour ton croisé, tu prends quoi en fait? Alors, là, dans le cas qu'on a vu, là, c'était compliqué parce que c'était une reprise. Je crois que c'était la 3e reprise de ligamentaux. Donc là, on a fait un Makefeld plus le plan interne. Ce que je fais assez fréquemment, nous, on a assez fréquemment ce type de lésions chez les rugbyman, notamment ceux qui jouent devant pour les contacts avec les maximum rotation. Donc, j'utilise le DT pour faire le croisé. Et si j'ai un doute sur le plan interne, je fais la plastie de Lind avec le gracile. Donc, je laisse les deux pédiculer. Moi, je laisse tout pédiculer. Donc, je laisse pédiculer le DT que je replie en 3 pour faire le croisé. Et avec le DI, que je laisse pédiculer aussi, je fais le plan interne. Okay. Si je suis en lésion chronique, je fais une allogreffe. Ouais. D'autres questions? Merci. Quand vous posez des questions, ouvrez votre micro et éventuellement la caméra aussi, c'est plus sympa. Bon, du coup, les quelques-uns qui se posaient des questions ne vont pas le faire. Lancez-vous. La prochaine fois, on fera l'autre technique, c'est-à-dire que vous aurez tous forcément une question. Et quand vous n'en avez pas, bien, je vous demanderai ce que vous en pensez. Arnaud Valette, qu'est-ce que tu en penses?
Tu as des questions? Arnaud Valette, il est à fond sur le sujet. Il est en train de finir un article avec moi sur le sujet. Donc, il n'a pas de questions, il sait tout. Il a peut-être des choses qu'il n'a pas comprises et il n'a pas osé t'en parler. Non, c'est possible, par contre. Merci pour les explications, mais non, je n'ai pas de questions particulières. Bon, si tu as plus de questions, tu veux rajouter quelque chose, Étienne? On arrête là? Moi, ça va. Message. Ah, ça y est, on se lance un peu. Alors, la salle, qui veut poser une question dans la salle Nicolas Vary? Oui, il y a quelqu'un qui a ouvert le micro. C'était une erreur, je pense. C'est une erreur, c'est en partant et il a appuyé sur le micro. Ouais, ils ont Pas laissé une erreur. allumer. C'est pas une erreur. Alors, vas-y, pose une question. Qui es-tu? Vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Oui, donc je disais, c'est Boris. Bon. Je me demandais si le TQ était adapté pour faire des LLI. Pour faire un LLI? Ouais. Moi, je ne le ferai pas. Je pense que c'est un peu court. Ok. Si tu te poses la question, tu utilises le TQ pour faire ton ligament croisé antérieur, comme ça, tu as gardé tes ischio-jambiers et tu en utilises un des deux pour faire la partie interne. Ouais. Okay. Il faut quand même un peu de longueur. Hein, si tu veux faire une plastie de Lind et faire le tunnel borno-fémur et descendre en postéro-médial, il faut un peu de longueur. D'accord. Bon. J'ai une autre question par écrit. Dans la technique de Lind, comment faire pour éviter le croisement des tunnels? Le croisement de quel tunnel? Eh bien, je ne comprends pas là. Parce qu'il a sans doute vu que tu avais fait plusieurs tunnels. Tu sais, tu as mis une mèche pour être sûr qu'un tunnel ne croisait pas l'autre. Ouais, ça, c'est pour mettre l'encre dessus. C'est parce que tu faisais une allogreffe, mais souvent, il n'y a pas un premier tunnel. Ouais. Alors, si c'est pour éviter le conflit avec la convergence des tunnels avec le ligament croisé antérieur, moi, j'ai l'habitude de faire des tunnels pour le LCA très latéraux, très proches de la TTA, pour avoir une greffe qui est la plus droite possible. Donc, j'ai toujours assez de marge au niveau du plateau tibial en médial pour faire le tunnel antéro-postérieur. Et au niveau du fémur, c'est un tunnel borgne et le ligament croisé antérieur se fait sur l'autre condyle, donc je n'ai pas de problème de ce côté-là. D'autres questions? Oui, non? Bon, nous allons arrêter là. Je vais quand même vous rappeler une petite chose pour ceux qui sont arrivés en retard. C'est que maintenant, nous avons un site internet où vous pouvez retrouver le programme, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez voir les conférences passées. Donc, ce site internet, je vous le retrouve, le voilà. Donc, vous avez ici en haut conférence-orthopédie-toulouse.business.site. Donc, si vous faites ça, vous tombez sur le site. Vous pouvez copier l'écran si vous voulez, sinon ça sera sur le film. On affiche le menu et ce menu vous permet de vous inscrire quand on a oublié le lien. On peut se réinscrire à chaque fois. On peut retrouver le programme que je vous ai montré tout à l'heure. On retrouve en replay toutes les conférences existantes. Il y a aussi la bibliographie de l'école de Toulouse. Donc, je vous montre les films en replay. Il y aura celui-là. Il y a un plan. Donc, maintenant, c'est fait en fonction du sujet et de la localisation du sujet. Il n'y a qu'à cliquer sur la ligne et on obtient le film que vous pouvez voir en streaming ou télécharger. Donc, ça me paraît intéressant. Le tout, c'est que ce n'est pas encore indexé. Donc, je vous rappelle ce site qui se trouve là. Je ne sais pas si vous le voyez, conférence-orthopédie-toulouse.business.site. Mais je vous l'ai aussi envoyé par mail pour la plupart d'entre vous et faites-le connaître autour de vous. Ces conférences, elles méritent d'être connues et il faut faire une sorte de boule de neige, même dans les pays très chauds, et obtenir que ce lien soit le plus connu possible. Maintenant, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci Bonsoir. Étienne, c'était vraiment très bien. Même ton iconographie était très bien aussi, très claire. Je pense que toutes ces conférences que tu fais, elles méritent d'être revues plus lentement. Allez, bonne soirée. Au revoir. Allez, bonsoir.